trouve ça vraiment super intéressant parce que forcément, là, on regarde aujourd'hui, je suis un descendant de la colonisation. Mon père est d'origine sénégalaise, tu l'es aussi. Le monde a énormément changé, voilà, et on se retrouve aujourd'hui dans une fracture de la société. Ça, on va pas se le cacher. Des gens qui disent la colonisation, vous devez oublier, c'était avant. On va pas reparler d'un truc qui s'est passé il y a plus de 100 ans. Aujourd'hui, il faut regarder demain. Ben, tu as très bien expliqué que ça a des traces et que le système qu'on a aujourd'hui, le capitalisme doit justement sa réussite et tout ce capital qui a été généré grâce à l'exploitation des plus faibles et tout le bordel que ça a fait sur la biodiversité. Je résume rapidement sur les cultures, sur les langues, sur les gens, sur les êtres humains surtout, toutes ces monocultures et tout ça. Et en même temps, on a la sensation qu'en fait, la colonisation n'est pas vraiment terminée. Tu sais, j'ai l'impression que dans les livres d'histoire, en général, peut-être pas tous, hein, mais à l'école ou quand on parle avec des amis et tout, la colonisation, c'est avant, point. Aujourd'hui, on est dans un autre monde. En fait, on vit encore cette colonisation. Et justement, j'ai envie de te parler de cette fameuse néocolonisation. C'est drôle parce que ça reste quelque chose qui fait tabou chez pas mal de personnes, chez des élites. Hein. C'est comme si non, pas du tout, le monde a véritablement changé. Il n'y a plus de colonisation. Tu parlais de l'extractivisme de Léopold II, que le Congo belge a fait la même chose. Concrètement, est-ce que rien neuf sous le soleil en fait Mais justement, ça c'est l'un des principes portés par les panafricanistes. Donc le panafricanisme prend exemple sur le fait que la colonisation n'est pas totalement terminée et que les pays n'ont pas la souveraineté sur leurs ressources, et notamment les mines. Donc, je vais montrer ça. Ça, c'est un téléphone. Ah oui, ça, oui, c'est sûr. Voilà, c'est un téléphone. Et sa particularité, c'est que je ne peux pas enlever, donc je ne peux pas l'ouvrir. On ne peut plus faire ça, c'est voilà, vrai. On ne peut plus le faire. D'années. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. C'est-à-dire qu'on programme sa mort la plus rapide possible. Ouais. Et donc, ce qu'on observe, c'est que tout le monde, beaucoup de gens, lorsque le téléphone s'arrête ou lorsqu'il y a un problème, vont en acheter un nouveau. Alors qu'avant, on pouvait l'ouvrir, enlever la batterie, la changer, aller acheter un nouveau. Par exemple, des métaux qui sont dedans pouvaient être changés. Aujourd'hui, on a maintenant des repair cafés où on peut réparer. Mais ça coûte très cher. Mais ça coûte très cher. Ça, parfois, les gens se disent... de ça, oui. Mais c'est un nouveau modèle business qui a été développé. Parce Effectivement. Que tu peux prendre rendez-vous, tu vas faire la file, il y a une demande incroyable. Et exactement. Puis, excuse-moi, mais on va le dire, bon, voilà, c'est l'écran incurvé et ces écrans-là sont extrêmement facilement cassables. Exactement. Le business qu'il y a derrière, enfin, je veux dire, tout ça a été imaginé pour effectivement nous forcer à consommer plus. À consommer plus, parce que je vais donner un très bel exemple. Celui-là, ça fait très longtemps que je l'ai, ça fait 3 ans. Oui. Je compte aller jusqu'à la fin de la fin, mais j'ai déjà dû le reconditionner 2 fois, changement de batterie et tout ça. Et on m'a toujours dit en arrivant là-bas, ah monsieur, ça va vous coûter cher quand même, autant acheter à nouveau. Exactement. En fait, on installe dans la tête des gens le fait qu'il faut consommer beaucoup plus, sans que ces personnes ne prennent conscience des conséquences de cette consommation. En tant qu'enseignant, mais aussi en tant que député suivant des questions d'enseignement, pour moi, c'est important parce qu'on parle beaucoup d'éducation numérique, avec les questions de confinement, avec les questions d'hybridation, c'est-à-dire les élèves le savent, une moitié du temps à la maison, une moitié du temps à l'école. Sous Covid, on sait très bien que les élèves ont besoin d'ordinateurs, ont besoin de beaucoup plus d'applications pour pouvoir suivre les cours en ligne. Et aujourd'hui, avec la crise sanitaire que nous avons connue, la demande va exploser. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir plus de télétravail et plus de vidéoconférences. Mais de quoi on a besoin pour des GSM, pour des tablettes, pour des ordinateurs et de plus en plus pour des voitures électriques dont la demande va exploser. Ah on a besoin de cobalt, de lithium, de coltan, de tantal, de métaux rares. Métaux rares, mais il reste de métaux stratégiques, tout ça, bien etc. sûr. Le vrai problème que l'on a avec cette question de métaux, c'est que d'ici 2030, l'Europe va avoir besoin de 5 fois plus de cobalt, de 18 fois plus de lithium, donc qui servent à faire ces petits appareils, leurs batteries, etc. L'Europe va avoir besoin de plus de cuivre et en 2050, on passera à 15 fois plus de cobalt et 15 fois plus de lithium. Pourquoi je te dis ça? Je te dis ça parce que les endroits où on extrait ces métaux, plus la demande, donc on voit le fil rouge, offre et demande. Donc plus la demande va être grande,
plus on va exiger beaucoup plus de production. Or, on sait aujourd'hui très bien les conséquences qui sont causées par cette demande de plus en plus grande de métaux rares. Pour nous, notre production, d'abord, ce que nous faisons, c'est que nous imposons à ces sociétés, à ces pays africains, le fait de ne pas disposer eux-mêmes de ces métaux pour pouvoir se développer, s'émanciper, avoir des infrastructures. On les prend, on les transporte, on les transforme ailleurs. Parce que nous sommes gloutons, nous sommes très très gourmands de ces métaux. Et donc nous les transformons ici pour nos besoins. Et on s'en fout complètement. Enfin, je suis caricatural. Non, si, non, mais on s'en fout un peu des conditions là-bas. Non, mais parlons-en. Je veux dire que ce soit le coltan, le cobalt, ce sont des minerais qui sont extrêmement omniprésents dans le Nord Kivu. Quasiment, je ne connais pas les détails, mais il me semble pour le coltan, c'est 80% de... Le cobalt, c'est 60%. Le cobalt, c'est 60% de la production mondiale. Se trouve au Congo. Oui. C'est incroyable. Et forcément, là où on a le plus, c'est dans la zone une des plus instables d'Afrique, qui est effectivement le Nord Kivu, avec des massacres, avec... Justement, donc on va prendre les choses point par point. Ouais. Tout d'abord, l'exploitation humaine. Donc, les populations et les États n'ont pas accès, comme ils le souhaitent, à ces ressources. Mais qu'est-ce que des entreprises comme Apple, Samsung, Huawei et d'autres ont besoin, Microsoft? Elles ont besoin d'acheter ces métaux à des prix très abordables. Pourquoi? Parce que si elles achetaient ces métaux au prix auquel elles devaient l'acheter, aujourd'hui, nous achèterions peut-être les GSM à 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 euros. Qui va mettre ça pour acheter un GSM? Et c'est absolument pour les PlayStation et absolument pour tout le reste. Et donc, pour moi, je disais, en tant qu'enseignant, on va arriver aux solutions, mais d'abord les causes. Pour moi, les causes sont très importantes pour la jeunesse, parce que je veux aussi travailler à long terme, pas seulement pour aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que je parlais de 2030-2050. Donc, là, on va d'abord parler des massacres, de l'exploitation des humains. Ces entreprises, souvent, passent par des filières illégales. On sait comment on habille ça. Ouais, et d'ailleurs, ils s'enlèvent les mains. Ils disent nous, on passe par. Nous, c'est pas nous, on passe par des autres sociétés. Exactement. Donc, ces sociétés-là aussi passent par d'autres, etc. On connaît la mécanique. Ils savent très bien. Ils savent très bien d'où ça vient. Et donc, de nouveau une hypocrisie sur leurs externalités, quoi. Les bandes armées, les rébellions qui sont à l'est du Congo, et dans d'autres endroits aussi, en Centrafrique, par exemple, où on parle de l'or, on parle de beaucoup de minerais, l'uranium, par exemple. Eh bien, ces bandes armées qui revendent à vil prix, à un prix très bas, ces métaux rares qui servent à faire ces appareils, ont besoin de dégager ces populations des terres pour pouvoir exploiter ces terres. Et qu'est-ce qu'on fait? Et de pouvoir exploiter avec cette population-là, malgré tout. Oui, parfois du travail forcé et du travail des enfants. Les enfants dans les mines, des enfants dans les mines. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles détruisent ces communautés. Et on sait que les piliers centraux de ces communautés, souvent, ce sont des femmes. D'où les viols des femmes, d'où les viols des enfants, d'où les massacres. Et en fait, on oblige ces populations à quitter les terres où on les met en travail forcé pour qu'elles puissent exploiter. On construit des mines et on crée des seigneurs de guerre qui gagnent beaucoup d'argent. Alors, ces entreprises, Apple, Google, etc., ont beau jeu de dire « Ah, c'est pas nous ». Mais en fait, si tu te rappelles, c'est le même mécanisme que Léopold II a utilisé. C'est-à-dire que Léopold II, lorsqu'il a vu que le Congo était très grand et qu'il ne pouvait pas l'exploiter seul, il s'est allié des multinationales. Donc, ce n'est pas la présence des multinationales. C'est eux qui font le sale boulot, quoi. Voilà, la présence des multinationales n'est pas nouvelle au Congo. C'est depuis Léopold II. Pour le caoutchouc, Léopold II s'est allié, la BIR, l'Anglo-Belgian Indian Rubber Company, dans lequel lui-même était membre du conseil d'administration. Il avait ses parts dans cette entreprise. Et donc, on retrouve aujourd'hui des États occidentaux qui abritent ces multinationales. Et donc, ça, c'est au niveau de la question humaine. Au niveau de la biodiversité, une tonne d'un métal, lorsqu'on extrait une tonne en moyenne, on doit extraire 200 tonnes de roches. Cela veut dire qu'on abîme la biodiversité. En termes d'eau, l'assèchement de l'eau dont les populations ont besoin. C'est pour ça que beaucoup de populations n'ont pas accès à l'eau. Mais aussi la faune et la flore. Il ne faut pas oublier
que le bassin du Congo est aujourd'hui le premier régulateur climatique au monde. Et il a dépassé l'Amazonie. Il a dépassé l'Amazonie. Donc, le Congo, le bassin du Congo, pas seulement la République démocratique du Congo, on a le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, etc. Donc, dans ce bassin, si on donne libre cours à ces entreprises gourmandes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont détruire le bassin, la faune, la flore, et surtout, en fait, ces forêts immergées qui captent le CO2, qui font que, dans le monde, nous avons un air pur, un air un peu pur qui permet, quelque part, de lutter contre les gaz à effet de serre. Si on permet à ces entreprises de continuer comme elles le font aujourd'hui, malheureusement, comme l'Amazonie, on va détruire le bassin du Congo. Et donc, le climat va être détruit et on va avoir beaucoup plus de problèmes de CO2 à l'avenir. Et donc, c'est pour cela qu'il est très important, en termes de solutions, qu'au niveau européen, par exemple, je parle pour la Belgique, qu'on puisse aller plus loin que la directive sur les minerais de conflit qui a été d'ailleurs adoptée grâce aux écologistes au Parlement européen, qui dit que les entreprises qui vont chercher des métaux là-bas doivent s'assurer que ces métaux ne sont pas liés à des conflits armés. Non, mais ça veut dire que tu laisses malgré tout encore aux entreprises, enfin, pas toi personnellement, mais aux entreprises, le choix voilà, vous devez prouver que, mais exactement. Si eux, ils passent par une société qui est totalement clean, mais que là-dedans, forcément, il y a autant de pourcentage qui vient des mines artisanales, eux, ils vont dire, regardez, nous, on a un label de qualité qui vient peut-être de telle et telle entreprise, mais il y en a combien des différentes multinationales, il y a combien d'intervenants là-dedans? C'est une chaîne, je veux dire, exactement, c'est ça le problème. On a, je vais dire, il y a des exceptions. Par exemple, l'entreprise qui produit le Fairphone a donné des preuves du fait que sa chaîne d'approvisionnement est clean, mais surtout qu'elle investit sur place au profit des populations, etc. Et qui permet leur développement, bien sûr. Permet leur développement. Mais le système qui doit aller plus loin dans ce cas en termes de résolution du problème, c'est la question des sanctions. La directive ne va pas assez loin. C'est difficile d'aller sanctionner à Apple quand t'es l'État belge ou même l'Europe. Mais ça reste des amendes et après eux, ils récemment, on parlait de la guerre entre l'Union européenne et les GAFAM. L'Union européenne a sanctionné à plusieurs reprises ces entreprises. Je pense que dans ce domaine, l'Union européenne peut sanctionner. Et même, il y a un deuxième dispositif qui peut être encore plus performant. C'est permettre au niveau juridique aux victimes sur place de pouvoir avoir accès aux tribunaux ici. Et là, ça peut faire la différence. Sur le long terme, il faut qu'on apprenne, donc moi en tant qu'enseignant et en tant que député suivant l'enseignement, je veux qu'on instaure dans l'éducation numérique ce que j'appelle l'éducation à la sobriété numérique et au recyclage. C'est-à-dire concrètement qu'on apprenne aux enfants, par exemple lorsqu'ils ont un GSM, parce que moi je ne dis pas qu'on ne doit plus utiliser de GSM ou quoi, il faut savoir l'utiliser, le préserver pendant longtemps. Et puis, par exemple, un élément de réponse, c'est aussi d'imposer aux entreprises qui produisent des GSM, des ordinateurs, de mettre une notice pour savoir comment, par exemple, les métaux qui sont utilisés... Tu veux mettre un fumet-tu à la façon d'un téléphone, en quelque sorte. Oui, ça c'est la première chose, c'est très important, il faut le mettre. Fumer-tu ou voilà, ces métaux, enfin, voilà, c'est une manière d'expliquer ce qu'il y a là-dedans, voilà ce que ça entraîne sur la biodiversité et les êtres humains. Et surtout, comment on peut les réutiliser. Ouais, ok. Ouais, parce que pour l'instant, malheureusement, on est tellement dans la technologie extrêmement miniaturisée, que l'énergie à investir pour pouvoir récupérer les matériaux, c'est quand même assez colossal. Donc, autant le jeter, ça va moins dégager de CO2 que de devoir essayer de le recycler. Or, on sait que les métaux qui sont dedans peuvent servir à beaucoup d'autres choses. Oui. En fait. Et donc, on peut le démonter, réutiliser les métaux. Donc, il faut laisser dans le circuit les métaux le plus longtemps possible. Et là, la demande va diminuer. Mais de toute façon, par rapport au Green Deal, il y a une demande du Green Deal européen d'être dans une économie circulaire. Effectivement, il y a la circularité. C'est de mettre ça en place. C'est de mettre ça en place, effectivement.